retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de M. Léon Kongou, chercheur en sciences politiques à l'université de Namur, Ibrahim Awele, membre de l'association Awana Africa. Tout de suite, le grand angle. Et les autorités de la République du Congo se félicitent d'un accord avec le FMI. Il y a quelques jours, Christine Lagarde, la directrice de l'institution, a en effet annoncé la conclusion d'un accord pour appuyer les mesures visant à relancer l'économie congolaise, exsangue depuis la chute des cours du pétrole amorcée en 2014. Le pays, c'est aujourd'hui une dette équivalente à 110% du PIB. Et de cet appui, le FMI émet quand même certaines conditions. Reportage d'Eva Panzou. Le Fonds monétaire international compte énormément sur le rôle de la société civile congolaise dans la fourniture d'éléments susceptibles d'accélérer les négociations qui pourraient aboutir à un arrangement financier pour soutenir le programme économique du Congo. Cependant, celle-ci ne bénéficie pas assez de l'attention du gouvernement congolais avec qui elle est censée collaborer. Aujourd'hui, le FMI, quand ils arrivent, ils prennent soin de rencontrer la société civile. Nous avons discuté. Et du côté du gouvernement, est-ce qu'aujourd'hui, quand ce programme sera mis en œuvre, est-ce que le gouvernement va vraiment collaborer étroitement avec la société civile? C'est là où le gros problème se pose. Est-ce qu'ils vont nous donner réellement des chiffres exacts dans le travail, dans ce processus-là de la transparence? Au cours de sa dernière mission à Brazzaville, la délégation du FMI a rencontré les membres de la société civile les 10 et 16 avril 2018. La mission a conclu un accord avec les autorités de la République du Congo sur les contours des politiques qui pourraient être soutenues par un arrangement financier. Mais pour la société civile, la transparence dans la gestion de cette aide encore incertaine devra être de rigueur. Nous sommes là pour le bien-être de la population. Nous ne sommes pas des ennemis du gouvernement, mais nous les accompagnons dans ce processus-là. Nous voulons bien aujourd'hui qu'un programme soit accepté, mais sur la base de la transparence. La mise en œuvre de ce programme doit se faire en toute transparence. Si hier nous avons échoué, mais aujourd'hui si vous voulez aider le Congo, il faudrait que ça se fasse en toute transparence. Avec une dette insoutenable de 120% du produit intérieur brut et des défis importants liés à la gouvernance, les équilibres macroéconomiques demeurent importants. Selon le communiqué qui a sanctionné sa récente mission au Congo, le FMI a indiqué que la participation forte de la société civile sera cruciale pour le succès des réformes de la gouvernance. Alors, le financement des réformes économiques sera soumis à des exigences de gouvernance. C'est ce qu'a précisé la directrice du FMI. Alors, un accord a donc, en tout cas semble-t-il, a été trouvé, mais rien n'est encore définitif. Si on lit, en tout cas, entre les lignes de ce que dit Christine Lagarde, il va falloir donner des gages au FMI. Je pense que d'emblée, il faut avoir une pensée pour les 5 millions de Congolais et leur dire beaucoup de courage. Parce que vive l'austérité dans les jours à venir. Le FMI a 3 missions fondamentales. Conseiller, ou alors tenir informés les États sur la finance internationale, conseiller les gouvernements et, en 3e lieu, s'ériger en banquier. C'est le 3e, c'est-à-dire point qui sera déroulé ici. Autrement dit, cela veut dire que l'État congolais n'a pas été à la hauteur en matière de gestion, c'est-à-dire du bien public. Et on parle au fait d'une dette de l'ordre de 110%, c'est-à-dire du PIB, presque 5 200 milliards de francs CFA. Donc l'équivalent, je dirais, du budget d'un pays comme le Cameroun, qui a 22 millions d'habitants. C'est-à-dire, vous voyez où le Congo se trouve. Mais, sauf que le FMI, je pense qu'à travers cette mesure, est en train de désamorcer la bombe, c'est-à-dire qui devrait exploser en aval de cette situation, c'est-à-dire qui est décidée en amont. Quand elle parle, c'est-à-dire lorsque le FMI parle de gouvernance et autres, parce qu'on le sait très bien, tel que le Congo est géré, c'est-à-dire il s'agit de cette oligarchie au pouvoir, c'est-à-dire M. Nguesso et ses menants. C'est une interpellation, c'est-à-dire à une gestion, je dirais, plus transparente. Du pétrole, mais aussi, c'est-à-dire de toute l'économie nationale, c'est-à-dire le port et autres.
Il s'agit donc je dirais, d'un réflexe que les dirigeants africains, c'est-à-dire, n'ont pas intégré jusque-là. Parce que la transparence est synonyme, c'est-à-dire d'information de l'opinion. C'est-à-dire de donner la lisibilité de ce qu'on veut faire, pour que le peuple, à un moment donné, en actionnant les contre-pouvoirs, puisse arbitrer. Ibrahim Aouela. Moi, je pense que le FMI, actuellement, en parlant de bonne gouvernance, a d'une manière diplomatique désavoué carrément le gouvernement de Sassou Nguesso, et qu'elle n'a pas envie d'aller plus loin en demandant tout simplement à la société civile de participer sans lui donner les moyens de participer. Parce que je pense que si elle veut vraiment que l'apport qu'elle va faire qu'il va faire au Congo soit judicieusement utilisé, c'est d'imposer tout simplement la cogestion ou la gestion transparente. Elle peut le faire actuellement, vu que le Congo traverse une crise économique très grave. Et moi, le FMI, malheureusement, comme on dit, ne vient que quand c'est fini, quoi, quand ça va très mal. L'intervention pour conseiller, etc., n'a jamais lieu en amont. Ou quand il y a les politiques de gabégie en période de croissance et tout, on ne dit jamais aux États, faites attention à là où vous allez aboutir. Et c'est ce qu'on trouve vraiment dommage. Le Congo, vous voulez intervenir? Ah oui, en fait, je pense que c'est une nouvelle page qui s'ouvre, hein, parce que ce qu'il convient d'intégrer, c'est que une entreprise peut tomber en faillite, mais pas un État. Parce qu'au niveau des relations internationales, un État qui tombe en faillite, cela, c'est-à-dire, est synonyme de désordre, avec tout ce que cela suppose comme migration et autres, et voire même l'insécurité à travers des violences. Voilà pourquoi ça dit existent ces cadres. Or, on se rend compte que j'ai tantôt qualifié le FMI comme un banquier. Un banquier, quand il vous donne de l'argent, il faut qu'il ait des garanties. Voilà pourquoi j'ai dit vivement que les Congolais, c'est-à-dire s'apprêtent à vivre ce que la plupart des pays voisins, c'est-à-dire du Congo, ont vécu dans les années 90. Parce que ici, le tissu industriel, voire économique, c'est-à-dire n'est pas assez florissant pour peut-être créer des emplois. Et donc le plus grand employeur ici, c'est la fonction publique. Cela veut dire que dans les jours à venir, parce que quand le FMI va mettre à disposition du Congo ses fonds, il faut échelonner, c'est-à-dire les périodes de remboursement. Cela suppose, c'est-à-dire une certaine gestion efficiente de la chose publique. Et ceux qui en partiront les premiers sont les fonctionnaires. Il va falloir voir dans cette pléthorie, c'est-à-dire de fonctionnaires. Donc, certains vont libérer, c'est-à-dire des espaces. Et d'autre part aussi, il y a la privatisation. Une fois de plus, lorsque cette privatisation, c'est-à-dire va venir, c'est une forme de, je dirais, de néocolonisation. Parce que qui achète ces entreprises ou alors qui reprend ces secteurs? C'est toujours, c'est-à-dire le monde occidental, et qui va également poser ses exigences. Voilà pourquoi c'est très difficile, mais je pense que ce qui convient de comprendre aussi aujourd'hui, le gouvernement n'est plus synonyme de dictat. C'est-à-dire qu'on est entré dans une nouvelle ère. Donc, ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire ne serait-ce qu'à travers l'expression des contre-pouvoirs. Il va falloir laisser les Congolais s'exprimer. C'est-à-dire, quand bien même on souffre au quotidien, lorsqu'on se dit qu'on est partie prenante du dispositif, je pense qu'on a même de comprendre et d'accompagner le mouvement. C'est ce que le FMI voudrait faire comprendre au peuple congolais. De toute façon, moi je sais que la société civile participe ou pas, le FMI va attribuer le prêt, parce qu'en matière de garantie, il y a déjà des garanties. Que ça plaise ou non, le Congo, pour moi, reste un pays néocolonisé. Et qui dit néocolonisé a des garanties en haut, et puis il y a les richesses qui quand même, c'est un pays assez riche. Il y a les richesses forestières, il y a les richesses pétrolières, tout ça, c'est des garanties. Maintenant, c'est que ce que les FMI veulent, peut-être que c'est une restructuration de l'administration pour faire des économies. Et peut-être que ce sont des mesures qui vont s'arrêter là, et elle va pas chercher à aller plus loin. Ou peut-être demander même à carrément amputer certaines
certains secteurs de leurs dépenses. C'est ce qu'on a vu assez souvent en Afrique. Au bout d'1 an, 2 ans, on dira que bon, la première tranche de la réforme a été atteinte, donc on peut les laisser aller maintenant tout seul. Alors justement, est-ce que les Congolais sont en train de se diriger vers une politique d'austérité avec ce rapprochement avec le FMI? Indiscutablement, indiscutablement. C'est-à-dire, il faut des garanties pour le FMI. Le FMI, ce n'est pas l'ami des États. Et comme je l'ai souligné, c'est un banquier. Et lorsqu'il vous donne de l'argent, il faut qu'il ait toutes les garanties possibles. C'est-à-dire comme cela se fait dans les contrats privés entre un banquier et un homme d'affaires, ou alors, c'est-à-dire, je dirais, un ménage. Quand vous avez un titre foncier autre, c'est-à-dire vous avez facilement accès au crédit. Et lorsqu'on prend peut-être possession de votre port ou alors de l'administration publique dans toutes ces unités de production, on est au moins sûr d'une chose, c'est-à-dire c'est de recouvrer son argent plus tard. Parce que c'est de ça qu'il est question. Et cela suppose vraiment, c'est-à-dire des politiques rationnelles, c'est-à-dire on s'inscrit dans la rationalité, on s'inscrit dans l'efficience. Et il faut que la fonction publique, c'est-à-dire soit vraiment une fonction publique, je dirais, d'efficience et d'efficacité. Et il faut donc s'attendre à ce que les temps soient un peu difficiles pour le Congolais. Moi, ce que je déplore quand même dans ces interventions du FMI, pour l'avoir vu dans certains pays comme la Mauritanie ou ailleurs, c'est quand ces interventions font face, le FMI, pour mesurer la réussite de ces actions, se base sur certains critères de croissance, les croissances de certaines grandeurs, mais nous, on ne voit pas de développement là-dessus. Dans les critères d'amélioration, on ne voit pas l'amélioration des conditions de vie des habitants, la création d'emplois, etc. Non, il faut couper court, quoi. Augmenter le nombre de pauvres. Mais à un moment, les populations ne peuvent pas suivre. On a vu qu'il y a eu certaines époques où il y a des révoltes ou quelques émeutes, même contre certaines mesures du FMI. Et là, au Congo, est-ce que... Moi, si la situation empire, il faut s'attendre à tout, surtout que c'est un pays assez fragile quand même, qui a connu des guerres civiles. On sait même comment Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. Et l'instabilité politique, elle est toujours là, malgré la présence de Sassou Nguesso. Donc, moi, je pense que l'avenir, si les choses, on va vers cette austérité, je crains une déstabilisation quand même. Alors quand même, est-ce que le Congo peut éviter les ajustements structurels des années 80-90, que beaucoup de Congolais ont d'ailleurs en mémoire En fait, je dirais que la ligne est la même. C'est-à-dire, pour le FMI, c'est pratiquement les mêmes recettes. C'est-à-dire, vous avez des cases avec des mesures, on accroche, et cela, c'est-à-dire pas... Et on arrive à un point, c'est-à-dire de sortie de la situation, c'est-à-dire où on atteint ce qui a été fixé comme objectif. Bon, on ne peut pas, c'est-à-dire éviter certains ajustements. Mais, j'ai dit une fois de plus... C'est quand même 30 ans plus tard de ces ajustements des années 80, oui. 90. Donc, l'économie congolaise, entre-temps, bien que fragile, a quand même s'est structurée autour... Oui, c'est structuré, mais sauf qu'une fois de plus, c'est-à-dire ce qu'elle a pu produire n'a bénéficié qu'à une minorité. Et voilà pourquoi, c'est-à-dire cette notion de gouvernance, c'est-à-dire cette notion d'implication des populations, je peux dire, elle est orientée, c'est-à-dire vers une certaine clique. Mais je pense que si on sortait de cette gestion patrimoniale, c'est-à-dire où le président, c'est-à-dire telle fille à telle position, tel fils à telle position, si on sortait de là, et qu'on incluait vraiment tous les Congolais, c'est-à-dire dans la gestion de la chose publique, il n'y aurait pas cette grogne, c'est-à-dire qui est en train de germer. Et il faut s'inscrire dans la logique d'un État moderne, c'est-à-dire ce n'est pas, on ne gère pas ici un village, mais il s'agit de gérer un État moderne. Ibrahim Awele. Moi, je trouve que le problème du Congo, à l'instar d'autres pays, c'est un problème aussi de... C'est des pays dont l'économie n'est basée que sur des exportations. Et ces exportations, en situation d'économie où les cours montent,
C'est assez agréable à vivre. Mais quand les cours commencent à descendre, comme actuellement, le cours du pétrole, etc., alors c'est la crise qui pointe. Comme il dit, le FMI, on prend les mêmes, on recommence. Sauf que les populations qui existaient il y a 30 ans, en 30 ans, on sortait d'une guerre civile quand même. Et aujourd'hui, on ne sort, même malgré ce qui s'est passé avec Jean Ping, on ne sort pas d'une guerre civile, mais on n'est pas tout aussi dans une situation aussi paisible, quoi. Donc, moi, je pense que ces mesures, mais si elles sont mises en pratique, elles ne seront pas mises en pratique comme le préconise le FMI. Il y aura quand même des aménagements que va se permettre le régime pour un peu stabiliser la situation. Un dernier mot, Léon. Ah oui, justement, c'est-à-dire, on sait que la situation a vraiment été plombée, je dirais, lorsqu'on regarde les violences post-électorales et lorsqu'on regarde aussi au fait, la chute des prix du pétrole sur le marché international. Mais il convient quand même de dire aussi que pendant plus de 10 ans, le Congo a été florissant. Et que le Congo est un acteur quand même, je dirais, majeur d'une zone économique, à savoir avec une banque centrale. Mais lorsque ces États sont en difficulté, que fait la BEAC? C'est la question qu'il convient de poser aujourd'hui. On ne comprend pas. Pourquoi, c'est-à-dire, avant d'aller vers le FMI, le Congo a d'abord essayé de voir sur le plan bilatéral. Il y a quelques semaines encore, la France a octroyé 135 millions d'euros, toujours à titre de prêt. Bon. La BEAC est absente, c'est-à-dire cela suscite des questionnements et il faut parfois, c'est-à-dire interroger à quoi sert cette institution. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.